c'est identifier des pistes d'action et de solutions prioritaires. On a 4 panélistes. Amandine Catalan, qui est professeure agrégée au département de philosophie de l'Université du Québec à Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'injustice et l'agentivité épistémique. Ses recherches portent sur la philosophie féministe, sociale et politique, ainsi que les philosophies de la race, du handicap et de la neurodiversité. Elle participe activement à plusieurs comités et initiatives EDI au niveau institutionnel, interuniversitaire, national et international. On a aussi Félix Bélanger, qui est la panéliste en psychoéducation. Personne étudiante au doctorat en psychoéducation et chargée de cours à l'Université de Montréal. Et elle s'intéresse à la culture de genre dans les écoles et ses impacts potentiels sur le bien-être des jeunes et l'adaptation des élèves au secondaire. On a aussi Louis-Philippe Grenon-Boivin, nous de Péquacami, qui est titulaire d'un baccalauréat en droit et qui est présentement étudiant au barreau. S'est impliqué dans de nombreux comités, place au premier peuple, des comités conseils de l'université et s'intéresse au droit pénal et au droit autochtone. Et finalement, Aranzazou Recaldé, anthropologue spécialisée en droit de la personne immigrante. Elle a fait son doctorat à l'UDM dans les études et des études postdoctorales à la chaire Hans et Tamar Oppenmeier. En droit international public à McGill. Voilà, merci. Tenant à cœur le rôle de la recherche dans le développement des politiques publiques, Aranza a travaillé au sein des gouvernements fédéral, provincial et municipal dans le milieu académique, universitaire et collégial, ainsi que le milieu communautaire, local et international. Et depuis octobre, elle est conseillère à la direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle au ministère de l'Éducation. Voilà. Donc, à moi la parole, c'est plus regarder. Je retourne c'est drôle parce que non, en fait, ça, je vous fais le dos, mais en tout cas. Bonjour tout le monde. On va retourner vers. Donc, d'abord, merci énormément d'être là avec nous en fin d'après-midi. Vous avez assisté, il y en a des vidéos virtuelles et tout, mais vous avez assisté là, aux présentations d'aujourd'hui. Puis peut-être pour un peu partir la discussion avec vous, qui avez des bagages très diversifiés, peut-être que j'aimerais ça poser la question d'abord. Quelles sont, selon vous, les principales barrières à l'EDI, à la décolonisation dans les institutions d'enseignement? Puis, tant au secteur jeune, en fait, au secteur adulte ou même à l'enseignement supérieur. Donc, j'aimerais ça lancer la question. La porte est ouverte, mais si vous voulez que j'y aille par désignation. Je peux aider. Comme je vous l'ai dit, on a entendu tellement des présentations tellement inspirantes, intéressantes. Alors, moi, j'avais noté quelques petites choses, et pour moi, je crois que ça reste pertinent. Alors, je de la compréhension. Il y a eu des présentations qui ont vraiment questionné c'est quoi l'EDI, peut-être un peu moins aussi la décolonisation. Alors, pour moi, à la base, de pouvoir penser à des stratégies qui seraient durables, etc., collaboratives, etc., il faut vraiment aller de l'avant dans c'est quoi la décolonisation, une compréhension pour moi aussi en lien avec tout ce qu'on a entendu. Qu'il ne soit pas comme fragmentaire, vraiment une vision globale, même intersectionnelle, et aussi un regard. Je sais pas un peu, mais des fois, on va se centrer soit sur les étudiants ou maintenant on entend des choses sur des regards qui vraiment prennent en considération, on pourrait dire toutes les parties prenantes. Je pense à l'école, ce n'est que les élèves ou les profs, il va y avoir toutes les autres personnes qui sont dans, par exemple, l'école ou même dans les CSS, mais on pourrait dire la même chose dans les universités collégiales, etc. Alors, une mission, on pourrait dire globale, plus inclusive, plus complexe de l'enfant. Si je fais juste, dans le fond, selon vous, par rapport à ce que j'entends, ça voudrait dire qu'une des principales barrières actuellement, c'est qu'on traite les questions en philo. Est-ce que j'interprète bien? OK. Moi, j'ai l'impression que oui, on les voit même, je suis un mec, même à l'intérieur, on travaille beaucoup à essayer de communiquer notre façon de faire, de former en fonction des forces de chaque direction, par exemple. Alors, je vois que même à l'intérieur des institutions, on devrait vraiment travailler en collaboration et on a entendu avec les parties concernées. Hein? C'est dialoguer. OK, parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer? Vous voulez y aller? Juste pour ajouter, donc j'entends bien entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Juste pour ajouter, je dirais l'importance
de communiquer au public pertinent que EDI, même si c'est un acronyme qui vient ensemble, il y a 3 lettres et c'est pas pour rien et il y a 3 composantes différentes. Et je pense qu'on a très souvent tendance à confondre l'EDI avec juste le D de EDI, c'est-à-dire la diversité démographique, sans pour autant que ça s'accompagne en particulier. Je pense que le E de l'équité, peut-être parfois ça fonctionne, mais le I de inclusion qui est là où ça prend vraiment la transformation des pratiques en profondeur et à la fois au niveau interpersonnel et institutionnel. Je pense que ça se fait très souvent. Et donc, c'est un petit peu cette approche de on va recruter du monde qui vient des minorités de tous bords, on va les ajouter à l'institution, puis on va mélanger en espérant que tout se passe bien. C'est pas comme ça qu'on fait de l'EDI. Je pense que la mécanique de l'inclusion, ça doit être de écouter ce que ces personnes ont à dire, leurs perspectives, leurs expériences. Et je pense que pour avoir une écoute qui est vraiment sincère et engagée et efficace, il faut qu'on reconnaisse nos propres limites, un petit peu pour reprendre ce qui a été très bien articulé plutôt au début dans la présentation, notre position située et le fait que, en vertu de notre position sociale, de notre positionnalité, on a accès à seulement une certaine expérience du monde et donc par extension à une certaine connaissance des mécanismes d'oppression et que là où notre positionnalité s'arrête, ben, c'est là aussi qu'on rencontre la limite épistémique et on a besoin d'autres personnes et de leurs expériences et de leurs perspectives. Et c'est là que je pense que ce sera vraiment important de valoriser pas juste la présence, mais la parole et la transformation qui est liée à une population plus diversifiée dans les institutions. Et dans le fond, ce que vous dites, c'est que non seulement on a tendance à essayer de un peu mettre tout le monde ensemble sans nécessairement après essayer de voir comment on peut différencier l'accompagnement qu'on fait avec les personnes, mais en plus, on a tendance à ne pas vouloir entendre de multiples voix, mais laisser de prendre pour acquis qu'une personne va représenter la voix de tout le monde. C'est ce que vous voulez dire, en fait. Oui, je pense qu'il y a de ça. Puis il y a aussi l'idée, c'est un petit peu comme dire oui, on veut être accessible, et puis on est dans un local qui n'est pas accessible littéralement, par exemple, pour quelqu'un qui utiliserait un fauteuil roulant, ou bien on est dans des environnements qui sont sursaturés au niveau sensoriel pour les personnes neurodivergentes, et choses un peu difficiles. Donc, il y a comme un décalage entre oui, d'accord, on a coché la case de personnes en situation de handicap, de neurodivergence, mais on n'a rien fait pour vraiment les retenir. On les a attirés, mais on ne va pas les retenir, qu'elles vont pas s'épanouir, qu'elles vont partir au bout d'une session ou deux. Et ça, c'est vraiment dommage. Ben, pour donner du pouce sur ce que vous avez dit, effectivement, je pense qu'il y a comme une disons, en fait, entrepreneuriat en général, où est-ce qu'on sombre dans le tokenisme, on sombre dans, disons, j'appelle ça le syndrome du checklist, là, pour éviter les critiques, où on regarde que le T dans l'EDI. On est livré à des problèmes de rétention, surtout du personnel sur le marché du travail, en éducation. Bien sûr, j'ai connu des collègues autochtones qui ont abandonné parce que eux devaient se mouler à l'institution et non l'inverse. Je pense qu'en 2023, on va peut-être poser ces questions-là ou mon vécu personnel, je vais parler, mais c'est ça. Donc, il faudrait changer les pratiques sur les politiques. Je sais que c'est en cours en ce moment, mais là, je pense que c'est le temps de passer à la crise. Quand vous dites changer les pratiques, quels éléments, parce que bon, j'imagine que si vous parlez de pratiques, vous parlez plus de barrières un peu plus systémiques. Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, ça, c'est des choses qui devraient vraiment être adressées en priorité? Par exemple, je peux penser à des barrières aux étudiants autochtones en général, les institutions postsecondaires. Déjà, on tombe souvent dans un préjugé là, que les peuples autochtones sont une seule et même, parlons d'un peuple autochtone, là, mais une seule et même population. Or, on peut les subdiviser en sous-catégories, par exemple, ceux qui vivent en milieu urbain, ceux qui arrivent à la communauté, puis les barrières ne sont pas les mêmes, mais soit on a tendance à les catégoriser dans le même panier. Je ne sais pas si c'est par paresse intellectuelle, c'est mes propos, là. Mais donc, des fois, penser à la barrière de la langue, si quelqu'un veut, par exemple, je ne sais pas, accéder à une bourse ou accéder à des programmes, par exemple, l'autochtone qui vient de la communauté est pénalisé dans la mesure où si sa langue première n'est pas le français ou l'anglais, par exemple, dans la commencement de correction des faits ou de pondération, là, on va retirer des points de cette étudiant-là parce que il y a cette barrière-là qui est issue de politique coloniale et qui tient encore aujourd'hui. Donc, ça met quand même un frein, disons, à l'épanouissement de certaines catégories. La progression, je pourrais dire.
Merci. Félix? Oui, moi, je pense que de manière très rapide, ce qui me vient en tête, c'est le manque de représentativité. Si on parle de barrières à l'ELI, c'est qu'il y a des gens, en fait, les gens qui nous enseignent, si je pense à l'enseignement supérieur, mais à tous les niveaux, qui ne ressemblent pas aux personnes, qui ne reflètent pas la diversité des identités dans la société. Puis c'est très, très difficile d'y avoir accès pour beaucoup de gens. Moi, si je parle de mon vécu personnel, je suis une personne qui s'identifie comme une personne non-binaire, personne gay, personne queer, et j'ai pas de tout mon enseignement supérieur, il y a personne qui s'est publiquement identifié comme une personne issue qui était associée à ces identités-là. Et moi, quand j'enseigne, je me fais un peu le devoir de l'identifier, de me positionner. Puis on a beaucoup parlé de positionnalité aujourd'hui, puis ça m'a quand même beaucoup parlé parce que ça permet au moins d'ouvrir, de mettre en place, de mettre de mettre le terrain un paradigme de je suis une personne qui est issue ou pas de la diversité. C'est pas que tout le monde devrait l'être, mais au moins d'ouvrir cette porte-là et de reconnaître qu'on a un savoir qui est limité, comme ma collègue le disait, qui est contextuel. Donc, puis en ce sens-là aussi, au niveau de la représentativité, je pense que c'est extrêmement difficile en n'ayant pas un profil. En fait, je pense que l'université va beaucoup, si on parle de l'université, va beaucoup favoriser un certain profil d'accès à des postes ou à un pouvoir en enseignement, des postes très importants qui favorisent un certain type de profil, une certaine couleur de profil, une certaine orientation de profil. Et je pourrais les nommer dans les termes un peu plus concrets, mais je pense que si on va juste voir des pages de profs, on voit qu'il y a vraiment des grandes limites à la diversité des profils, puis en ce sens-là, c'est extrêmement difficile de faire tomber des barrières avec les gens comme moi ou des gens d'autres identités aient des postes qui soient bien représentés au sein de l'Institut. Peut-être juste une sous-question, parce que je sais que tu as aussi travaillé dans des écoles, et j'aimerais savoir si cette réflexion-là s'applique de la même façon au niveau des plus jeunes, si l'on veut, parce que là, on parle peut-être un peu plus du monde universitaire, mais est-ce que la réflexion peut être similaire ou est-ce que ce manque de représentativité peut avoir le même écho pour des enfants, adolescents, etc.? Je pense que dans les milieux primaires, secondaires, ce qui est très, très présent dans les questionnements, c'est la représentativité fondamentalement du genre, surtout primaire. Il y a un paquet de préoccupations par rapport à la diversité de genre, notamment des hommes qui sont primaires, ou ensuite, au secondaire, je pense qu'il y a aussi, on veut quand même trouver des mentors ou inscrire des jeunes dans les programmes. Il y a cette idée-là de modèle. Donc, elle est présente beaucoup au secondaire, effectivement, parce que les jeunes sont en développement identitaire, en développement de valeurs extrêmement important à ce niveau-là. Fait que là, je pense que c'est présent, mais je pense pas que la conceptualité, donc équité, diversité, inclusion et tout le bagage académique qu'on a livré, disons, aujourd'hui, est présent à ce niveau-là. Mais maintenant, ces questionnements-là existent, mais c'est sûr que c'est un autre niveau, là, je dirais. Un niveau qui est plus qui est plus pragmatique, de comme on veut que les jeunes aient des mentors, on veut que les jeunes soient bien accompagnés. Mais c'est tout autant important qu'à l'université parce qu'on développe aussi notre rigueur. Mais c'est juste formé différent. OK. Tu veux ajouter une sous-question pour les barrières ou on continue avec la suite? Non, une question. Oui, un commentaire pour ajouter, et ça a été dit, c'était dans le milieu, mais j'avais dit comme que c'est très important dans nos réflexions et compréhensions plus complexes de c'est quoi les vies, l'économie sociale, etc., de dépasser les situations d'urgence. Aujourd'hui, il y a des dit que c'est important d'essayer de donner des moments de réflexion de façon systématique. Moi, dans mes directions, j'ai fait l'accessibilité à la gratuité scolaire des enfants demandeurs d'asile, des réfugiés, etc. Et on a tous vu à quel point, maintenant les schémas c'est fermé, on voit que tout est fini, mais en tout cas, on a tous vu pendant la pandémie cette situation entre guillemets d'urgence où les choses ne sont pas faites de la meilleure façon. Je crois que cette notion d'essayer de se doter de ces moments de réflexion de façon systématique, comme on a mentionné, je trouve que c'est important pour dépasser ces réactions, ces réactivités encore résilientes. Peut-être j'aurais peut-être une petite réflexion. J'aimerais ça vous entendre sur cette réflexion-là. On travaille trop en silo. C'est un des problèmes.
On sait que la décolonisation, le BI, c'est pas la même chose. Et puis, ça touche pas du tout les mêmes systèmes. Comment, en fait, on avance dans les questions intersectionnelles quand on a, par exemple, un enfant autochtone qui va se retrouver aussi à l'intersection d'un handicap? Est-ce que vous voulez vous exprimer peut-être sur justement les intersections entre la décolonisation et les BI? Moi, c'est ça, je mentionnais l'enjeu peut-être les complexités, la notion de diversité. Avant, on dit ça d'autres, mais je crois qu'on est des êtres humains avec des parcours. Et la plupart des temps, même la participation du matin, on lui a parlé des enjeux de prendre son TDAH, ça n'appartient pas au niveau technique au genre, peu importe. Je crois qu'on est tous à l'intersection de tous ces types de facteurs qui peuvent contribuer à la complexité de la notion de ce qu'on appelle le champ de diversité. Et puis, je crois que si on vient avec ce qui a été dit, des parcours non traditionnels, entre guillemets, on pourrait tous apprendre de. C'est là où on parle de décolonisation, on l'assiste beaucoup au focus autochtone. Je crois qu'on pourrait juste comme aller vers les choix des suivre d'autres types de parcours, apprendre de notre cosmovision. Alors, en tout cas, c'est de dire que on revient à essayer de voir un enjeu plus complexe et pas segmenté. On n'est pas que cette petite partie, on est tous ensemble. C'est pour ça que dans la de la sexualité, c'est intéressant. Dans la réalité, il faudrait peut-être penser à former les gens qui font de l'intervention ou qui développent des politiques avec cette autre tête plus à l'apprentissage de l'autre. Donc, on peut mentionner à des vrais dialogues qui nous permettent de penser plus. Parce qu'en fait, est-ce que décoloniser une institution ne veut pas dire en fait favoriser le lit? En fait, en décolonisant une institution, on va peut-être régler un problème au bout de l'île. On dirait que moi, ce qui me vient en tête, ça serait d'unir nos voix et de voir qu'est-ce qui est chez les personnes. Après, la catégorie des gens oppressés est multiple et tellement diversifiée, mais en même temps, il y a quelque chose de très intéressant à unir nos voix et à reconnaître qu'est-ce qui, à travers nos différences, on vit tous et toutes. Je dis en tant que personne LGBT et d'autres personnes qui vivent d'autres types d'oppression, mais il y a une expérience puis il y a des phénomènes qui nous sont similaires à quelque part, puis d'avoir une équipe qui est diversifiée. Moi, quand je pense en intervention ou dans des programmes de jeunesse dans lesquels j'ai travaillé dans la communauté autochtone sur la Côte-Nord, ce qui me vient beaucoup en tête, c'est qu'on était une équipe qui était diversifiée. Je savais quoi ce que je disais tantôt, mais on était des personnes qui représentaient des identités très différentes. Puis en ce sens-là, on allait vraiment chercher à travers notre vécu des points communs ou des expériences. Moi, je suis une femme qui a vécu ça. Moi, je suis une personne queer, non-binaire qui a vécu ça. À toi aussi. Puis on est capable d'un peu mieux se comprendre là, finalement en allant chercher vraiment l'essence de ce qui unit nos identités. Peut-être que j'allais. En fait, j'ai juste changé de place parce que ça a l'air qu'on me voit mieux. Je veux juste préciser ça, mais tu voulais ajouter quelque chose à l'équipe. Ah non, c'est simplement pour dire qu'effectivement, quand on a tendance à travailler trop instinctivement, dans la mesure où on va trouver souvent on va omettre, par exemple, je ne peux pas parler pour ma communauté, mais omettre l'existence de certaines types de minorités. On rentre tellement dans un discours, disons, revendication d'enjeux autochtones, admettons, là. On a tendance à oublier d'autres problématiques liées, par exemple, à l'existence dans les communautés autochtones de réalité des personnes LGBT plus. Et puis sinon, comme dit l'adage, l'union fait la force. Je pense qu'on est peut-être rendu là, ça serait une table de consultation avec, de ne pas avoir des tables de consultation d'EDI que de même groupe de personnes. Mais c'est ça. Je vais vraiment penser. Dans le fond, dans un sens, une des barrières à la prise en compte de l'EDI et de la décolonisation, c'est de ne pas suffisamment tenir compte de l'intersectionnalité. Ce que j'entends dans ce que vous dites aussi. Ma perception. Je crois qu'il ne faut pas s'afficher dans des catégories. On sait que ça est historique et ça va changer. C'est pour ça qu'on a la question sur les colonies,
moi, je préférerais la tendance à faire attention avec des termes parce que ça change. Hein? Maintenant, on parle de diversité, on le prend par acquis, mais c'est quand même récent. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu diversité, je suis diverse. Avant, c'était migrants, et de culturel, tout bon. Alors, c'est ça. Et garder peut-être en tête que des catégories peuvent nous afficher dans les espaces, mais ce sont des moments historiques. Et pour le dire bêtement, je crois que dès qu'on se rapproche dans le sens, comme on a dit aujourd'hui, qu'on a parlé des autochtones, dans les sentiers, dans la reconnexion, on peut développer des liens en tant qu'humain, avec la différence, certainement. Je crois que c'est ça, mais aussi de se donner les temps et l'espace pour vraiment communiquer ça dans les sentiers.